Je propose maintenant la dernière table ronde du jour avant la remise des prix de thèse autour de drones et images satellitaires, nouveaux alliés pour la bataille pour le climat, et on en a bien besoin de ces alliés. Je vous propose encore quelques images. Elles sont, comment dire, finalement elles sont assez hypnotiques et quand on y réfléchit, ça donne aussi envie de pleurer. Vidéo. De nouveaux satellites permettent donc de suivre l'évolution de la végétation à la surface de la Terre et bientôt de cartographier des sources d'émissions de CO2 à l'échelle d'un pays ou encore de suivre la qualité de l'eau, les phénomènes d'érosion des littoraux. On a eu quelques petits exemples. On va en parler maintenant avec trois invités. Et tout d'abord, Jean-Marc Gardin, à qui je vais demander de monter sur scène et je vais vous demander de bien vouloir l'accueillir. Vous vous emparez d'un des micros. Jean-Marc Gardin, vous êtes PDG de Téléspatio France, président directeur général adjoint du groupe Téléspatio. Et près de Bordeaux, vous avez ouvert votre premier Earth Lab, c'était en 2013 avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. On va évidemment en reparler plus tard. Juste en une minute, quels sont les premiers domaines d'application pour faire connaissance? Bonjour, très heureux d'être ici, particulièrement en Aquitaine, avec cette très belle initiative que nous avons créée en 2013 sur Earth Lab. Donc Téléspatio, filiale de Thales et de Leonardo, petite start-up pour développer les services spatiaux. On est quand même 2500 à travers le monde. Et comme j'ai entendu cet après-midi, on a encore beaucoup d'activités devant nous, puisque si le spatial connaît sa révolution, il va connaître sa révolution en particulier par les usages. Et donc nous, notre obsession, c'est de développer les usages, utiliser de mieux en mieux ces formidables capteurs spatiaux qui se développent, ces constellations qui arrivent, qui vont nous permettre d'arriver dans d'autres dimensions. Et on a donc développé des initiatives, en particulier l'initiative Earth Lab, pour essayer de sortir un peu, j'ai entendu tout à l'heure que le spatial était un monde un peu fermé, pour sortir un peu de l'aspect techno-push et d'aller vers l'usage, et donc d'aller vers des utilisateurs. Et c'est l'objet du concept Earth Lab que peut-être je pourrais détailler ensuite. Absolument, quand vous serez rejoint par nos autres intervenants, je précise quand même que les domaines d'application sont l'agriculture, la sylviculture, la viticulture, ces sujets dont avait parlé beaucoup Alain Housset en introduction de cette journée. Je vous en prie, installez-vous, va vous rejoindre dans quelques instants Pascal Ultré-Guérard, qui a été responsable du programme d'observation de la Terre pendant 11 ans au CNES, qui va me rejoindre directement en scène centrale finalement. Pascal, oui, venez. Et qui aujourd'hui occupe la fonction de directrice adjointe de la programmation de l'international et de la qualité. Sans les images satellitaires, ça a été dit par Geneviève Fioraso tout à l'heure, un organisme comme le GIEC ne pourrait absolument pas faire son travail. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments chiffrés pour préciser cela ? Oui, tout à fait. Les scientifiques ont défini une liste de 50 variables climatiques essentielles. En fait, ce sont des paramètres qui leur permettent de suivre l'évolution du climat de la planète. Et sur ces 50 variables climatiques, eh bien, il y en a 26 qui ne peuvent être bien connues que grâce aux moyens spatiaux. Donc quand elle disait 50%, c'était c'est ça. À un prêt au sens propre. Voilà, à un prêt. Et pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, on a vu des exemples très parlants. Les satellites permettent de faire des mesures de l'ensemble de paramètres sur l'ensemble de la surface du globe, avec une homogénéité de mesure, une densité de mesure, et de plus en plus avec des capteurs de plus en plus performants, qui permettent d'avoir cet état de la planète vraiment au niveau global.
Merci beaucoup. Troisième intervenante, Sophie Bénard. Merci de nous rejoindre et merci d'accueillir Sophie Bénard, qui est responsable des projets export à CLS. CLS qui est une filiale du CNES et un acteur historique d'utilisation des données satellitaires pour le suivi du climat. Alors vous, justement, vous calculez une de ces données essentielles pour le GIEC, laquelle ? Parce qu'on vous connaît. En fait vous connaissez tous son travail sans le savoir. Mais oui, sans le savoir, exactement. Parce que la courbe qui montre typiquement que le niveau moyen des mers monte inexorablement, que les médias reprennent très régulièrement dans leurs articles et dans la communication, elle est calculée par CLS et avec le mandat du CNES, effectivement. Et on utilise pour ça des satellites dits altimétriques. Donc oui, dans tous les satellites qui existent dans l'espace, il n'y a pas que des satellites de télécommunication, il y a aussi des satellites d'observation de la Terre, dont les satellites dits altimétriques qui mesurent la hauteur du niveau moyen des océans. Le premier du genre a été lancé en 92 et c'est grâce à ce satellite, la mission Topex-Président, que notre compréhension du système océan-atmosphère et du climat ont largement progressé. Merci beaucoup, Sophie. Julia Zimmerlich, pour animer cet échange. Un quart d'heure autour de la table ou des tables sur scène et ensuite en interaction avec le public qui peut poser des questions. Vous le savez, vous pouvez intervenir au 07 57 90 35 06 ou sur livey.io/Novak. Julia, c'est à toi. Pascal Ultré-Guérard, on va commencer avec une question avec vous. Donc, il y a quasiment un an, à l'occasion du One Planet Summit, Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, a annoncé la création d'un observatoire spatial du climat. Quelle est sa vocation ? Alors la vocation de cet observatoire, en fait, c'est d'une certaine façon de déspatialiser la donnée spatiale autour du climat. On pourrait même parler de démocratisation de la donnée spatiale autour du climat. Donc son premier objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès à ces données qui sont accumulées par tous les satellites lancés par les agences spatiales du monde entier. Donc il y a aussi une dimension internationale à ce Space Climate Observatory ou Observatoire spatial du climat qui est très importante. Et donc on va faciliter l'accès à la donnée et on va également, grâce on a vu, on a énormément de données spatiales. On accumule des données spatiales dans l'exemple de l'altimétrie depuis 1992. Donc on a beaucoup de données, on en a de plus en plus. Les satellites de Copernicus accumulent des téraoctets par jour, donc ça fait vraiment beaucoup de données. Et donc on va aussi mettre les moyens pour le traitement de ces données, les moyens modernes pour le traitement de ces données à disposition pour faciliter l'interprétation de ces observations spatiales. Donc on est dans l'ère du big data, de l'intelligence artificielle aussi, pourquoi pas. C'est un terrain qui devient de plus en plus exploré par nos scientifiques et aussi dans un but aussi après de développer des applications. Et cet observatoire spatial du climat, il s'intéresse à quelque chose qui est extrêmement important, on l'a vu aussi dans des exemples là, c'est l'impact du changement climatique. Parce que le changement climatique, il est là, on y a droit malheureusement. Et donc c'est très important de regarder l'impact de l'évolution du climat, et en particulier, alors à l'échelle globale, on le fait très bien effectivement en altimétrie, mais également de descendre à des échelles plus fines, à des échelles locales qui vont intéresser les hommes, l'activité humaine. Et donc on peut faire en combinant plusieurs types de données, d'ailleurs pas que le spatial, on va parler des drones, mais également des données socio-économiques, voir quels sont les impacts de ce changement climatique en combinant toutes ces données. Alors, au-delà du développement des usages, il y a aussi une question d'harmonisation des données. Donc, j'ai découvert en préparant cette table ronde qu'on n'était toujours pas d'accord sur nos émissions de gaz à effet de serre, qu'en fait, on n'est pas tout à fait capable de les mesurer aujourd'hui. Ça, c'est un enjeu. Demain, avec les images satellitaires, on va pouvoir enfin mesurer nos émissions. Alors c'est effectivement un défi. On a enregistré un succès extraordinaire dans lequel d'ailleurs la France a joué un rôle majeur avec les États-Unis dans le domaine de l'altimétrie, qui est devenu maintenant un domaine complètement opérationnel. On a commencé avec des missions de recherche, c'est devenu un domaine opérationnel. Eh bien, on est confronté au même défi sur les gaz à effet de serre. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques années seulement qu'on a commencé à lancer des satellites qui commencent à mesurer les gaz à effet de serre. On n'a pas encore tout à fait la précision qui va bien. C'est encore du domaine de la recherche. Le CNES travaille sur 2 projets, Microcarb pour les émissions de dioxyde de carbone et le satellite Merlin avec les Allemands pour les émissions de méthane. Mais on est encore dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire donc il faut déjà mettre sur ces satellites des capteurs capables de détecter des petites variations des gaz à effet de serre, parce que c'est assez homogène, donc les variations sont assez petites. Et puis aussi, après, il y a tout le travail qui est fait par les scientifiques pour interpréter ces données, qui sont extrêmement complexes. Il y a beaucoup de facteurs de perturbation sur ces mesures. Donc c'est tout un travail que le CNES a commencé avec ses partenaires scientifiques, et qui est extrêmement... voilà. On espère un jour
avoir les mêmes succès dans ce domaine que dans le domaine de l'altimétrie. Peut-être un jour sera-t-on capable de faire du suivi des gaz à effet de serre de façon opérationnelle depuis l'espace. Mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Merci beaucoup. Jean-Marc Gardin, Téléspatio a fait le choix d'implanter donc son premier Earth Lab, on l'a dit tout à l'heure, sur l'aérocampus de la Trenne, juste à côté de Bordeaux. L'agriculture de précision est l'une des grandes révolutions du New Space, on l'a vu avec Planète tout à l'heure. Mais tout l'enjeu est évidemment, donc, je le répète encore, de rendre toutes ces données accessibles aux utilisateurs finaux. Quelles sont les ambitions de Téléspatio dans ce domaine et quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui? Oui, merci. Le domaine est vraiment... Voilà, on va échanger tout simplement. Que ça marche mieux? Oui, parfait. Merci. Donc effectivement, le domaine de l'observation de la Terre est un domaine infini et on croit vraiment à l'explosion des usages et des services utilisant ces capteurs spatiaux. On l'a dit, la révolution digitale, on peut traiter de plus en plus de données très facilement et on a des besoins, des usages, d'amélioration de la façon dont on utilise un certain nombre de services aujourd'hui et on pense que le capteur spatial est vraiment un vecteur majeur pour développer des nouveaux services qui vont améliorer l'environnement. Et le point un peu que je voudrais développer ce soir, puisqu'on parle satellite et drone, et c'est finalement ce qu'on a mis en œuvre dans notre activité ici en Aquitaine, où on nous avait donné 3 priorités, la sylviculture, la viticulture, la gestion du littoral. Et donc on a travaillé avec les utilisateurs, on a mis en place des équipes Téléspatio ici en Aquitaine à la Trenne, et progressivement on a fait de la R&D avec les utilisateurs pour comprendre finalement quels étaient les meilleurs capteurs, et comment on pouvait aller jusqu'à un service opérationnel optimisé. Et finalement, la réponse, elle est très variée, mais très souvent, et c'est finalement quelque chose qu'on rencontre maintenant de plus en plus systématiquement dans les nouveaux services que l'on développe, c'est l'adjonction des capteurs, drones et satellites par exemple, mais on pourrait en ajouter d'autres. Thales et Espèce, par exemple, développe le Stratobus pour faire une surveillance permanente d'une zone. Et on peut encore en lister presque à l'infini. Et cette capacité de les associer nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la performance des services et de créer vraiment des nouveaux services. Donc, si j'ai quelques minutes, je vais vous donner quelques exemples pour les illustrer. Je pense que c'est intéressant. Donc, si on prend par exemple la viticulture. Donc, la viticulture, on en a parlé un peu cet après-midi. C'est forcément une agriculture extraordinairement importante ici à Bordeaux, mais avec un inconvénient majeur, c'est le niveau des intrants, notamment, qui sont nécessaires pour une bonne culture viticole. Et aujourd'hui, on met une dose homogène sur toute une surface, et qui n'est pas forcément la bonne pour chaque plante. Donc si on arrive à descendre sur la dose adaptée à chaque plante, non seulement on va optimiser le niveau des intrants, donc moins polluer la terre et économiquement être plus économe pour le viticulteur. Donc on a fait des cartographies et on a comparé spatial, drone, et là typiquement sur une zone donnée relativement compacte, même si les zones viticoles peuvent être étendues, finalement le drone piloté à vue dans ce cadre-là nous a donné le meilleur compromis finalement pour descendre à un certain niveau de résolution, une résolution de quelques centimètres, à un coût raisonnable par rapport à la surface que l'on souhaite. Et on voit d'ailleurs là un des paramètres qui joue dans ces différents capteurs. Finalement, on va voir le paramètre de surface. Plus on va être dans des surfaces très très larges, plus le satellite va être indispensable. Vous êtes dans des zones très étendues, il n'y a pas tellement d'alternatives. La notion de précision, de résolution. Si vous voulez descendre en dessous de centimètre, le drone peut être nécessaire. Le satellite peut aller très bas, mais s'il va très bas, il va être très cher. Donc on a ce compromis à mettre en place. Et puis vous avez quelque chose qui apparaît de plus en plus dans les nouveaux services, et ça va révolutionner notre domaine, c'est la répétitivité, le temps réel, et donc les constellations qui arrivent, voire l'observation permanente, et c'est un autre axe. Et là, vous introduisez d'autres capteurs. Et en mélangeant tous ces capteurs, grâce à la révolution digitale, vous avez un service performant. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la viticulture. Finalement, le drone sert fortement pour l'optimisation des intrants. La problématique de la côte basque, par exemple, où on veut regarder en anticipation les problèmes d'érosion de la côte basque, où initialement on mettait des capteurs à un endroit, mais à gauche, à droite, devant, derrière le capteur, on ne voit pas trop ce qui se passe. Avec le spatial, interférométrie radar, donc là on utilise un satellite radar qui mesure des millimètres de variation verticale, donc là on est au millimètre. C'était extraordinaire capteur pour réaliser cette mission. Le littoral, regardez l'évolution du littoral sur les profondeurs un peu
jusqu'à 10 mètres de profondeur. Les satellites Sentinelle, investissement européen, images gratuites, service réalisé. On s'est associé d'ailleurs à une PME Aquitaine, IC, avec nous pour réaliser ce service. Réalise un service formidable. Là, c'est le satellite. Sur la sylviculture, là, un des problèmes qui était posé sur la sylviculture pour la forêt des Landes, c'est comment optimiser la prévention d'arrivée des maladies en faisant des campagnes régulières pour vérifier qu'on n'a pas une prédétection d'arrivée de maladies. Et là, on a travaillé à la fois avec des drones et du satellite. Voilà, quelques exemples, et le potentiel est infini. Merci beaucoup Jean-Marc Gardin. Sophie Bénard, on va parler un petit peu de CLS. Donc CLS a mis en place le système de géolocalisation par satellite Argos il y a déjà 40 ans. Il sert encore aujourd'hui à situer avec une précision d'environ 150 mètres des animaux. Et donc ces données sont utilisées par des chercheurs dans le monde entier, notamment pour mesurer l'impact des changements climatiques sur ces populations. Vous avez ramené une vidéo qu'on va regarder tout de suite, qui va nous expliquer comment tout cela fonctionne. La biodiversité est directement impactée par le changement climatique. L'élévation des températures, la redistribution des ressources marines, le changement des habitats sont autant de nouvelles contraintes qui poussent les espèces à s'adapter pour survivre à de nouvelles conditions. CLS, filiale de l'Agence spatiale française, a pour mission de transmettre à la communauté scientifique les données récoltées par de nombreux systèmes satellitaires comme le système franco-américain Argos. L'entreprise française acquiert, traite, valide et diffuse les données récoltées aux biologistes du monde entier. Plus de 100 000 animaux équipés de balises Argos ont été suivis depuis les années 80. Manchots royaux, éléphants de mer, ours polaires, caribous, albatros, lynx, CLS les suit tous à la trace. Qu'a-t-on pu découvrir depuis l'espace ? CLS est allé à la rencontre de 2 scientifiques utilisateurs du système Argos. Basé à Chizé, dans les Deux-Sèvres, le véritable terrain d'investigation de Charles-André Bost et de Christophe Guinet se trouve à des milliers de kilomètres de la France métropolitaine. Sur ces terres australes françaises et antarctiques que sont l'archipel des Crozets, des Kerguelen et la terre Adélie, ces chercheurs du bout du monde étudient une biodiversité régionale unique. Nous avons pu équiper les manchots royaux depuis le début des années 90 avec la miniaturisation des différentes balises, et nous avons pu mettre en place, avec le soutien de l'Institut polaire, une base de données qui est assez unique de suivi des déplacements des manchots, à la fois par Argos au niveau de leur déplacement en surface, mais aussi en plongée. Nous voulons comprendre comment ces oiseaux marins parviennent à utiliser l'océan pour comprendre quel va être l'impact des changements climatiques à venir sur les chaînes alimentaires. Et à partir de cette base de données, on a pu construire des modèles prédictifs de l'impact du changement climatique sur la distribution en mer de ces manchots. Et le modèle prédit que le front va être 2 fois plus éloigné des colonies de manchots au cours des 100 prochaines années. La distance que les manchots vont devoir parcourir va être considérablement rallongée et les manchots ne pourront plus revenir à temps nourrir leurs petits qui risquent malheureusement de mourir de faim avant leur retour. D'où, à terme, une extinction très probable des colonies des îles Crozet qui sont situées vraiment au nord de l'aire de répartition de cette espèce. Ce qui a motivé l'étude des éléphants de mer, c'est vraiment de mieux connaître leur écologie et voir comment ces animaux répondaient aux variations du climat. Avec le réchauffement climatique, les éléphants de mer en fait, vont devoir plonger plus profondément pour accéder à leurs proies. Ces proies, c'est des poissons lanternes ou myctophidés. Ça a un effet direct sur la capacité des animaux à se nourrir correctement, et en voie de conséquence sur leur capacité à produire des petits plus ou moins gros. Et le fait que ces petits soient plus ou moins gros va avoir une influence directe sur la probabilité de ces petits de survivre lorsqu'ils vont partir pour la première fois en mer. En fait, plus ils sont gros, meilleures sont leurs chances de survie. Pour le moment, les éléphants de mer, compte tenu de leur capacité de déplacement et leur très forte capacité de plongée, sont en mesure de tamponner un peu les effets du réchauffement climatique. Toutes ces études et ces résultats, rendus possibles grâce au spatial et au système Argos, créé par le CNES et opéré par CLS, permettent d'évaluer les effets attendus des changements climatiques en cours sur la biodiversité de notre planète et d'alerter la communauté internationale sur l'importance de réagir.
Sophie Bénard, chez CLS, vous aussi, vous vous apprêtez à vivre la révolution des nanosatellites avec un nouveau système Argos, le projet Kinéis, c'est bien ça? Absolument, absolument. On voit qu'avec Argos, on a fait des choses formidables. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le CNES nous a créé il y a plus de 40 ans. 40 ans pour une constellation satellite. Tout son système de réception sol, c'est déjà formidable pour ce genre d'équipement. Ça ne dure pas si longtemps d'habitude. Avec Argos, on a vraiment amélioré aussi notre compréhension au niveau de la biodiversité des espèces. On suit aujourd'hui... Effectivement, Argos arrive un peu en limite. Il est temps aujourd'hui d'utiliser les nouvelles technologies satellitaires pour pouvoir encore améliorer le service qu'a rendu Argos pendant toutes ces années. Et donc, effectivement, CLS, avec ses 40 ans d'expérience, accompagné par le CNES, va lancer une nouvelle constellation qui sera la suite d'Argos, une constellation de satellites IoT qui sera toujours compatible aussi avec le système Argos actuel. Et qui montre que même quand on est des acteurs anciens du spatial, on peut aussi contribuer au New Space, puisque ce sera la seule technologie française de ce type-là pour l'instant qui est dans les tuyaux et qui permettra toujours de continuer à surveiller l'environnement. Ça va être une constellation de 20 nanosatellites, de 25 kg chacun, lancés à 600 km dans l'espace, à qui on a confié effectivement la réalisation à Thales pour la réalisation des nanosatellites et qui devrait permettre de continuer pour CLS à travailler, à surveiller le milieu des espèces animales, mais aussi l'agriculture, la gestion de la pêche, la sécurité des personnes et tout ce qui est transport routier, optimisation. Le but étant effectivement de mieux comprendre la Terre et ses habitants. Qu'est-ce que ça va changer en fait d'avoir une constellation de nanosatellites dans les données que vous allez pouvoir récupérer? Rapidement, vous allez rapidement le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand même, grâce à la miniaturisation avec Argos actuellement, on a quand même réussi à suivre des coucous. Les coucous, c'est les petits oiseaux. On embarque sur des coucous des balises aujourd'hui de 2,5 g. Il faut savoir que quand on arrive à miniaturiser à l'extrême, chaque gramme gagné sur la balise qu'on met sur un animal permet de suivre 1000 espèces de plus. Donc c'est astronomique. Donc avec Kinéis, on va pouvoir faire encore plus. Il y a le film de teasing de Kinéis montre une abeille qui est suivie par capteur Argos pour savoir où est-ce qu'elles vont être plus tard, puisque vous savez tous que c'est un élément clé de la pollinisation. On va prendre les questions du public, Emmanuel. Il y a plein de questions, j'imagine. Plein de questions, Julia, du public. Alors il y avait une question assez amusante d'ailleurs, pardon, elle concerne les présentations de start-up. On nous demandait... à qui appartenait l'intelligence artificielle qui effectuait la traduction. Elle appartient à l'intelligence du traducteur qui a fait la traduction, qui a ces immenses compétences. C'est une intelligence humaine et une dextérité aussi humaine. Alors, beaucoup de questions autour de ce plateau. La première, donc, comme vous étiez là avant, donc vous voyez un petit peu le principe. Si c'est un peu ping-pong, ça permet d'avoir plus de questions. Donc d'abord, les technologies que vous décrivez, on les utilise et vous en parlez à propos des océans, mais serait-il envisageable d'orienter des travaux similaires sur les fleuves? Exemple, hauteur, débit, crue, etc. Oui, alors le CNES travaille avec son partenaire historique d'ailleurs sur l'altimétrie, la NASA, à un projet qui s'appelle SWOT, qui est un altimètre de nouvelle génération qui va permettre en fait de cartographier le niveau des océans, mais également, ce qui est nouveau, le niveau des eaux continentales, donc les grands fleuves, les grands lacs, et donc d'avoir ainsi accès à une information extrêmement importante qui est la ressource en eau potable libre à la surface, donc des eaux de surface. Commentaire qui portait aussi, je pense, sur toute la journée et une partie de l'après-midi. Très heureux d'avoir autant de femmes scientifiques porteuses de grands sujets et de grandes responsabilités. Est-ce une tendance de fond? Eh bien, à CLS, on a été récompensé par la région il y a plusieurs années déjà, parce qu'on avait effectivement autant de femmes que d'hommes qui travaillaient chez CLS. Excellente question, donc. Je voudrais ajouter un petit point. Oui, parce que là, je suis bien d'accord, c'était pas la question est aussi une question pour les hommes. Je suis bien placé pour répondre. Et je pense que c'est extrêmement important, ça a été dit pendant la journée, la diversité des talents qui vont rejoindre nos activités, puisqu'on doit créer des nouveaux services, vous l'avez bien compris, ils vont exploser dans les années à venir. Et je pense qu'il nous faut des ingénieurs, mais il nous faut d'autres profils, hommes, femmes, certes, mais au-delà. Et c'est la cumulation de ces talents qui feront que demain on inventera les services de demain encore plus performants que d'autres. Donc ça me paraît très important. Merci. Pascal, vous vouliez ajouter un mot? Oui, je voulais dire juste que quand j'étais donc à la tête de l'observation de la Terre au CNES, j'ai recruté beaucoup de femmes. C'est un domaine qui intéresse énormément les femmes et elles ont beaucoup à apporter de toute façon à la société. Donc,
Formidable. On accumule des téraoctets de données sur le changement climatique alors que les data centers, donc les endroits où on collecte ces données, représenteront bientôt plus de 50% de la consommation énergétique mondiale. N'y a-t-il pas là comme un paradoxe? Je vous retourne la question, vaut-il mieux... Alors, non. Vous retournez la question à La question l'utilisateur quand même. 237. Vaut-il mieux stocker des données d'observation de la Terre ou des données personnelles? Ça fait mal, hein? Un élément complémentaire qui est... Vous n'avez quand même pas répondu tout à fait. Non, non, évidemment qu'on est toujours dans des contradictions. On surfe entre l'équilibre entre utiliser la technologie, les innovations à l'extrême, avec les effets qui vont avec, effectivement, la pollution de l'espace, la pollution des océans, ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas sur ces aspects-là. Effectivement, on ne fera pas, de toute façon, l'économie d'affronter le réchauffement climatique et la pollution, vu toute la pression qu'on met sur la Terre. Donc, si on a une meilleure solution... Qu'on vous la donne. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette deuxième réponse. Mais le passing shot était très efficace quand même tout à l'heure. Sur ce point, sur les données, il y a un élément quand même qui est très important. On en a parlé toute la journée avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le big data, le traitement. Finalement, ce qui arrive, c'est le traitement automatique des données. Donc on a des flux gigantesques de données. On arrive maintenant à les traiter de façon automatique avec des performances extraordinaires, ce qui permet de faire du global et ensuite de faire une loupe sur les zones où on a détecté qu'il se passait quelque chose, pas forcément d'ailleurs avec le même capteur, et on va avoir une performance extraordinaire. Et donc, traiter beaucoup de données, c'est facile maintenant, et il faut le faire. Rendre les données aux acteurs du monde agricole, c'est bien. Encore faut-il leur expliquer comment utiliser au mieux ces nouvelles données et surtout comment se passer des grandes puissances industrielles qui ont encore malheureusement le monopole sur ce genre de données. Nous parlons d'Intran, mais anciennement, Monsanto, devenu Bayer, utilise ces données dans son sens. Alors, c'est effectivement une vraie difficulté, parce que là, la difficulté de finalement diffusion large de ces services qui sont très performants, elle va se heurter à ce basculement sur l'utilisation au quotidien par le viticulteur, et donc en particulier, et dans ce cadre-là, la région Nouvelle-Aquitaine a une action très importante sur la machinerie agricole qui va accompagner l'utilisation de ces nouveaux services. Si vous n'avez pas une machine agricole capable de faire de l'agriculture numérique, la cartographie de précision qu'on a élaborée, elle ne sert à rien. Et effectivement, c'est les acteurs de machinerie qui vont être un des éléments clés pour la diffusion de ces services. Ça a beaucoup progressé dans le domaine de l'agriculture céréale, où ces basculements ont eu lieu. Sur la viticulture, c'est en train de venir. Et je serais un peu optimiste par rapport à votre question. Ils ont le souhait de nous aider, parce qu'ils comprennent bien que le futur aussi de leurs équipements, il est lié à la performance qu'ils vont apporter. Dernière question, Sophie, elle est plutôt pour vous. Pourquoi mettre des capteurs énormes sur des manchots si on a des capteurs de quelques grammes? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de demander aux manchots de se mettre sur Facebook et de dire où ils sont? Dans la fin, était de moi. On a des images, le système Argos, Mais comme on l'a dit. qu'il est un vieux système, en fait. Et voilà, et Enfin, les vieux. images qu'on a, les premières images, on a des photos, effectivement, où à l'époque, les balises étaient énormes. Et on a réussi à miniaturiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'extrême. On va faire encore mieux plus tard avec Kineis, en utilisant effectivement tous les avantages des nouvelles technologies, les faibles transmissions, les faibles coûts, longue autonomie. Donc ça va encore permettre d'améliorer ça. Mais effectivement, les toutes premières balises étaient un peu encombrantes. Mais bon, voilà. Utilisateur 239 est rassuré, Mais tout ça est terminé. Voilà, Argos, il y a 40 ans, il n'y avait pas encore le GPS, c'était avant le GPS, c'était avant Internet, c'était remarquable. C'est Donc, absolument extraordinaire, Argos. Voilà, il faut aussi replacer ça dans son contexte. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous les trois.